Pendant 3 ans, je l'ai regardée servir le café au même café d'angle. Chaque matin, à 6 heures précises, elle accueillait tout le monde avec le sourire le plus chaleureux, malgré 2 emplois et 3 enfants à élever seule. Je possède une fortune de 4,2 milliards de dollars, mais c'est elle qui m'a montré à quoi ressemble réellement la richesse. Voici notre histoire. Chaque matin à 6 heures, alors que la plupart de Manhattan émergent à peine du sommeil, je prends place à mon coin habituel du Joe's Café sur la 23e rue. La même table en acajou, le même fauteuil en cuir, la même vue sur le comptoir. Personne ne devinerait que je pourrais acheter tout ce pâté de maison avec ce que je gagne en une semaine. Mais cette histoire ne parle pas de ça. Je me souviens de la première fois que je l'ai remarqué. C'était un mardi pluvieux de septembre, il y a 3 ans. Tandis que les autres entraient en secouant leurs parapluies et en râlant contre le temps, elle se déplaçait comme si elle dansait sur une musique qu'elle seule pouvait entendre. Ses gestes étaient rapides mais doux, préparant les boissons avec une grâce qui donnait l'impression que le métier de barista était un art à part entière. Je n'ai jamais réussi à lire son badge. J'étais toujours assis trop loin, dans l'ombre, là où les hommes riches comme moi aiment rester invisibles. Vous voyez, j'ai passé 2 décennies à bâtir un empire. Entreprise technologique, immobilier, investissement qui transforme des millions en milliards. Le Wall Street Journal me qualifie de sans pitié. Forbes me décrit comme un visionnaire. Mais ici, dans ce café au plancher usé et au ventilateur de plafond qui tourne lentement, je n'étais qu'un visage parmi tant d'autres. Du moins, jusqu'à ce que tout change. 3 ans, 5 jours par semaine, à la regarder verser du café et illuminer la pièce. Elle se souvenait des commandes de chaque habitué, demandait des nouvelles de leurs enfants, célébrait leurs petites victoires. Même les jours où ses yeux trahissaient une fatigue écrasante, son sourire ne faiblissait jamais. J'avais appris ses rythmes, comment elle fredonnait en préparant des lattes, la façon dont elle glissait discrètement des morceaux de muffins au vieil homme qui ne pouvait se permettre qu'un café noir. Ses appels téléphoniques furtifs pendant ses pauses, chargés d'un poids que je ne pouvais qu'imaginer. Certains matins, j'ouvrais mon ordinateur portable, feignant de travailler sur des transactions à plusieurs millions, alors qu'en réalité, je me demandais ce qui poussait quelqu'un à voir la beauté dans un emploi au salaire minimum. J'ai embauché et licencié des centaines de personnes, mais aucune ne m'a intrigué autant que cette femme qui semblait trouver la richesse ailleurs que dans l'argent. Restez avec moi, car ce qui s'est passé ensuite a changé non seulement sa vie, mais aussi ma perception du succès. Parfois, les plus grandes leçons viennent des professeurs les plus inattendus, et parfois, être milliardaire ne signifie pas comprendre ce qu'est la vraie valeur. Voici l'histoire d'une femme qui servait du café, et qui a appris à un milliardaire ce que signifie réellement être riche. Et tout cela sans savoir qui j'étais, jusqu'au jour où tout a basculé. La plupart des gens imaginent les milliardaires vivant dans des bulles de verre, détachés du monde réel. Et ils n'ont pas tout à fait tort. Mes matinées commencent dans un penthouse à 40 millions de dollars avec vue sur Central Park, où mon assistant orchestre mon emploi du temps à la minute près. Réunions de conseil, acquisitions, galas de charité, le ballet habituel de la richesse. Mais depuis 3 ans, j'ai un rituel matinal secret qu'aucun de mes collaborateurs ne connaît. M'asseoir dans un coin d'un café modeste et observer une femme servir du café. C'est drôle, la richesse. Je peux prendre des décisions à 1 milliard de dollars sans hésiter, mais je n'ai jamais eu le courage d'engager une simple conversation avec elle. Peut-être parce que dans mon monde, chaque interaction a une arrière-pensée. Les gens rient à mes blagues à cause de ma fortune, pas parce qu'elles sont drôles. Ils acquiescent à mes idées à cause de mon influence, pas de leur pertinence. Mais ici, dans ce café, j'étais un inconnu, et cela ressemblait à la liberté. Mon chauffeur, James, pensait que j'étais fou. Monsieur, je peux demander au chef de vous préparer le café que vous voulez à la maison. Mais il ne comprenait pas. Ce n'était pas une question de café. C'était une question d'observer quelqu'un qui avait maîtrisé quelque chose que j'avais perdu. L'authenticité.
Dans mon monde de masques et de sourires sans stratégiques, elle avançait avec une joie sincère, malgré les luttes qu'elle portait en silence. Parfois, j'attrapais des bribes de ses conversations téléphoniques pendant ses pauses. Oui, mon chéri, maman rentre juste après son deuxième travail. Non, dis au propriétaire que j'aurai l'argent vendredi. Je suis désolé, ma puce, on devra sauter le cours de danse ce mois-ci. Chaque mot dessinait le portrait d'une vie si différente de la mienne. Et pourtant, elle portait ses fardeaux avec une dignité qui rendait ma richesse dérisoire. Mes actionnaires me feraient probablement interner s'ils savaient combien de temps j'ai passé à analyser sa vie plutôt que les tendances du marché. Mais l'observer m'a appris plus sur la nature humaine que n'importe quel cours de MBA à Harvard. Dans les salles de réunion, je lisais les faiblesses des gens. Ici, je découvrais une autre forme de force, celle qui vient non pas du pouvoir, mais du but. L'ironie ne m'échappait pas. J'étais un homme qui pouvait acheter et vendre des entreprises en un claquement de doigts, captivé par quelqu'un qui gagnait probablement en 1 an ce que je gagnais en 1 heure. Pourtant, chaque matin, assis là avec mon café froid, je me sentais comme un élève en présence d'un maître, sans savoir exactement ce que j'étais censé apprendre. Tout ce que je savais, c'était que mon thérapeute hors de prix ne m'avait jamais autant fasciné que cette femme et sa danse quotidienne avec la vie. Ce que je ne savais pas, c'était que le destin allait bientôt nous forcer à briser cette distance silencieuse, et que tout ce que j'avais soigneusement évité allait s'effondrer de la manière la plus inattendue. 3 ans, c'est long pour observer la vie de quelqu'un à travers des moments tachés de café. Elle s'appelait Marie. Je l'ai enfin appris après 1 an, quand un habitué a crié son nom à travers le café. Elle bougeait comme si elle dirigeait une symphonie, mais au lieu de musicien, elle orchestrait crème, sucre et bienveillance en parfaite harmonie. Chaque café qu'elle servait était accompagné d'un ingrédient inestimable, une véritable connexion humaine. Je l'ai vue écouter les histoires des autres, vraiment écouter, tout en gardant ses mains occupées. Le vieux monsieur Peterson parlait de sa femme défunte chaque mardi, et Marie se souvenait de chaque détail. Alors comment va le jardin qu'Émilie aimait tant ? Demandait-elle, et ses yeux s'illuminaient comme si elle venait de lui rendre un morceau de son cœur. Un étudiant stressé entrait, inquiet pour ses examens, et Marie savait exactement quand glisser un shot d'espresso supplémentaire dans son café, offert par la maison. Mais ce sont les moments de silence qui parlèrent le plus fort. La façon dont elle enlevait ses chaussures derrière le comptoir quand personne ne regardait, juste pour un instant de répit. Comment elle vérifiait son téléphone pendant ses pauses, son visage oscillant entre inquiétude et détermination, en lisant des messages que je supposais liés aux factures ou aux besoins de ses enfants. Parfois, elle restait debout près de la fenêtre lors des périodes creuses, regardant les nuages passer avec un tel désir que j'avais envie de lui offrir le ciel. Ses habitués étaient devenus des personnages dans une histoire que j'observais se dérouler chaque jour. Il y avait ce jeune artiste qui ne pouvait se permettre qu'un simple café, mais qui essayait toujours de payer avec des croquis détaillés. Marie les acceptait comme s'ils étaient faits d'or, les rangeant soigneusement derrière le comptoir. Cette femme d'affaires qui était venue un matin en pleurs après avoir perdu son emploi, 3 mois plus tard, elle est revenue avec un poste encore meilleur, apportant des fleurs à Marie parce que vous étiez la seule à croire en moi. Ce qui m'émerveillait le plus, c'était la façon dont elle transformait la difficulté en grâce. Un matin, la machine à café est tombée en panne en pleine heure de pointe. Alors que le reste du personnel paniquait, Marie en a fait un moment de partage improvisé, incitant les clients à échanger leurs histoires du matin en attendant. Le café s'est transformé d'un groupe d'inconnus en une pièce pleine de voisins, simplement parce qu'elle comprenait que parfois, les interruptions de la vie en sont les moments les plus marquants. Pendant la période de Noël, elle portait de petites clochettes dans ses cheveux qui tintaient à chacun de ses mouvements. Au printemps, elle glissait discrètement une fleur dans la tasse des clients qui semblaient avoir besoin d'un peu de réconfort. En été, elle congelait le café en glaçons pour que les boissons glacées ne se diluent pas. Un petit détail qui en disait long sur sa volonté d'apporter de la joie aux autres. Mais il y avait des fissures dans son armure que seul quelqu'un l'observant d'aussi près que moi pouvait remarquer. Le léger tremblement de ses mains en fin de service. La manière dont elle comptait ses pourboires 3 fois, ses lèvres remuant silencieusement dans ce qui ressemblait à des prières. Les appels qu'elle passait à l'extérieur
essuyant rapidement ses yeux avant de revenir avec ce sourire inébranlable. Avec le recul, je réalise que je ne faisais pas que l'observer. J'assistais à un véritable cours d'humanité, donné par une femme qui aurait eu 1000 raisons d'être amère, mais qui choisissait d'être une lumière à la place. Et je n'avais aucune idée que bientôt, la distance soigneusement maintenue entre nous allait s'effondrer en un instant qui nous forcerait tous deux à voir la richesse sous un tout autre angle. Cela s'est produit un matin pluvieux de mars, un jeudi où New York semblait retenir son souffle. J'étais à mon coin habituel, feignant de lire des rapports financiers, quand j'ai entendu l'agitation. Marie était au téléphone, sa voix résonnant dans le café pour la première fois en 3 ans. « Comment ça, il ne l'accepte pas? J'ai l'argent ici. » Ses mains tremblaient en tenant une enveloppe. « S'il vous plaît, ma fille a besoin de cette opération. Le plan de paiement, je comprends. » Le café est devenu silencieux. Même la machine à expresso semblait s'être tue. Je l'ai regardé s'excuser avant de passer près de ma table en direction de la porte arrière. Mais cette fois, quelque chose était différent. Cette fois, elle pleurait, vraiment pleurait, de ces larmes qui viennent d'un endroit si profond qu'aucun sourire maîtrisé ne peut les contenir. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à me lever. En 3 ans, j'avais perfectionné l'art de l'observation discrète. Mais la voir enfin s'effondrer rendait absurde chaque mur soigneusement construit entre nous. Je l'ai suivie dans la ruelle derrière le café, où elle se tenait sous la pluie, serrant cette enveloppe comme si elle était à la fois précieuse et insignifiante. « Excusez-moi » ai-je dit, ma voix me paraissant étrangère. Elle s'est retournée, essuyant rapidement ses yeux, prête à afficher son visage courageux. Mais j'ai parlé avant qu'elle ne puisse le faire. « Je m'appelle John. Je viens ici depuis 3 ans et j'aimerais vous aider. » Le regard qu'elle m'a lancé était un mélange de confusion et de fierté défensive. « Je n'ai pas besoin de charité, » dit-elle, mais sa voix s'est brisée sur le dernier mot. J'ai sorti ma carte de visite, la vraie, pas celle que je distribuais habituellement. Ses yeux se sont écarquillés en la lisant, réalisant soudain qui était cet homme discret assis dans le coin et dont le nom figurait probablement dans les magazines d'affaires. « Ce n'est pas de la charité, » ai-je dit doucement. Considérez cela comme un investissement dans une personne qui m'a appris plus sur la richesse que toutes mes entreprises réunies. Elle m'a regardé, me voyant vraiment pour la première fois, alors que je lui expliquais comment l'observer avait changé ma vision de ce que signifiait réellement être riche. Ce moment sous la pluie, dans cette ruelle, a été notre point de rupture. 3 ans de distance soigneusement maintenue se sont effondrés en une conversation qui allait changer nos vies. Elle m'a parlé du problème cardiaque de sa fille, de ses 2 emplois, de son refus de laisser les épreuves de la vie éteindre sa lumière. Et moi, je lui ai parlé de ma richesse vide, de comment la voir. Elle m'avait fait remettre en question tout ce que je croyais savoir sur le succès. Parfois, l'univers vous force la main, arrache les faux-semblants et exige que vous disiez enfin votre vérité. Dans cette ruelle délabrée, derrière un café où j'avais passé 3 ans en silence, j'ai enfin trouvé ma voie, et avec elle, une chance de prouver que la véritable richesse ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on donne. Que peut-on offrir à quelqu'un qui vous a déjà tout donné? Pas en termes d'argent. Marie m'avait offert bien plus précieux, une nouvelle perspective. Après que nos mondes se soient entrecroisés, je savais que je devais honorer son cadeau tout en respectant sa dignité. La réponse est venue en comprenant ce qui comptait vraiment pour elle. « Je ne veux pas de votre argent », m'a-t-elle dit fermement un matin. Mais il y en a tellement d'autres comme moi qui essaient de construire un avenir meilleur pour leurs enfants. C'est là que j'ai compris. Le cadeau ne pouvait pas être seulement pour elle. Il devait incarner tout ce qu'elle représentait. Alors, j'ai créé la Fondation Marie, non pas comme une œuvre de charité, mais comme un investissement dans le potentiel humain. La fondation a commencé là, dans ce café. Nous avons acheté le bâtiment, mais Marie a insisté pour que tout reste exactement pareil. Les sols rayés, les ventilateurs grinçants et tout le reste. La seule différence?
Il était désormais aussi un centre de formation pour les parents célibataires souhaitant créer leur propre entreprise. Marie en est devenue le cœur, enseignant non seulement l'art du café, mais aussi celui de bâtir une communauté à travers le commerce. Au début, elle refusait d'être sous les projecteurs. « Je ne suis qu'une barista », disait-elle. Mais c'était justement cela, le point. Elle n'était jamais juste une barista. Elle était une maître en connexion humaine, prouvant que le succès ne se mesure pas aux transactions, mais aux transformations. L'opération réussie de sa fille n'était qu'un chapitre d'une histoire bien plus grande, une histoire d'espoir. Le café est devenu un lieu où les entrepreneurs en herbe pouvaient apprendre de quelqu'un qui comprenait leurs difficultés. Les élèves de Marie n'apprenaient pas seulement à faire du café, ils apprenaient à créer des espaces où les gens se sentaient valorisés. Certains ont ouvert leur propre café, d'autres ont lancé des entreprises complètement différentes, mais tous ont perpétué la philosophie de Marie. La vraie richesse réside dans la façon dont on fait sentir les autres. La musique s'élève doucement. Je me souviens d'être assis à mon coin habituel le jour où nous avons officiellement lancé la fondation. Marie formait son premier groupe d'élèves, leur apprenant à dessiner des cœurs dans des lattes. Mais en réalité, elle leur enseignait bien plus. Comment insuffler de l'amour dans leurs rêves. En la regardant, j'ai compris que parfois, le plus grand cadeau que nous puissions offrir est la possibilité pour les autres de redonner à leur tour. La femme qui avait involontairement mentoré un milliardaire formait désormais, en toute connaissance de cause, d'autres personnes que la société avait négligées. Et ce faisant, elle prouvait ce que j'avais appris en l'observant toutes ces années. Que parfois, les plus petits gestes engendrent les plus grands changements et que la vraie richesse ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on donne. Mais ce don allait déclencher des vagues bien au-delà de ce que nous aurions pu imaginer. Aujourd'hui, 5 ans après m'être installé pour la première fois dans ce coin, je viens toujours au Joe's Café chaque matin à 6 heures. Le café a le même goût, le parquet grince toujours, et Marie accueille chaque client avec ce sourire radieux. Mais désormais, elle ne possède pas seulement ce café. Elle dirige un réseau de centres de formation communautaire à travers la ville. La Fondation Marie a aidé à lancer plus de 300 petites entreprises, principalement dirigées par des parents célibataires qui croyaient autrefois que leurs rêves étaient hors de portée. On me demande souvent pourquoi, en tant que milliardaire, je passe mes matinées dans un café simple. On s'attend à une stratégie commerciale complexe ou à un coup de publicité. La vérité est à la fois plus simple et plus profonde. Je viens ici pour me rappeler à quoi ressemble la véritable richesse. Elle ressemble à Marie formant un nouveau groupe d'élèves, leur apprenant à bâtir non seulement des entreprises, mais des communautés. Elle ressemble à sa fille, aujourd'hui en pleine santé, aidant derrière le comptoir après l'école. Elle ressemble à d'anciens élèves qui reviennent pour encadrer les nouveaux, perpétuant un cycle sans fin de partage et de solidarité. Mes amis de Wall Street ne comprennent toujours pas. Ils mesurent le succès en marge bénéficiaire et en part de marché. Mais j'ai appris à le mesurer autrement. Je le mesure au nombre de vies touchées, à la solidité des communautés construites, aux rêves réalisés. Marie m'a appris que la vraie richesse ne se résume pas à ce que l'on accumule. Elle réside dans ce que l'on met en mouvement. Parfois, lorsque le calme revient après l'heure de pointe, Marie et moi nous asseyons à ma table habituelle. Nous parlons de la vie, des espoirs, de l'avenir. Elle refuse toujours que je lui achète une nouvelle voiture ou une plus grande maison. Certaines richesses, dit-elle, se mesurent en sourires, pas en dollars. Et elle a raison. En essayant de l'aider, j'ai trouvé quelque chose dont j'ignorais même l'absence. Un sens à ma vie. Ce n'est pas juste mon histoire, ni celle de Marie. C'est un rappel que les transformations les plus profondes commencent souvent dans les endroits les plus ordinaires. Il suffit d'ouvrir les yeux et, peut-être, d'avoir le courage de rompre le silence. La prochaine fois que vous irez dans un café, cela pourrait bien changer votre vie. Regardez autour de vous. Les plus grands enseignants portent souvent les uniformes les plus simples. Partagez cette histoire, car quelque part, quelqu'un a besoin de l'entendre aujourd'hui.